voilà des années qu'on entend parler de Fortnite. Et pour cause, cette plateforme ne cesse de se renouveler. On va voir donc aujourd'hui quel est le potentiel de Fortnite pour les joueurs, pour les créateurs de contenu et surtout pour les marques. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec Adrien. Salut Adrien. Adrien Paquin, de ton nom de famille, tu es designer d'expérience. Tu travailles avec nous pour différents sujets aux côtés de différentes démarches de design. À côté de ça, tu es entrepreneur, consultant, notamment via The Next Playground depuis peu. Tu interviens sur différents sujets. On a eu l'occasion de parler métaverse, on a eu l'occasion de parler IA à cette même table. Plus globalement, tout ce qui est innovation, R&D sont des sujets qui t'intéressent. Tout à fait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tu n'as rien oublié. On est pas mal côté présentation. Ouais. Tu connais également bien Fortnite. Exactement. De culture, ou en tout cas, voilà, t'es un joueur de longue date de cette plateforme. Peut-être qu'on peut commencer un peu par ça. On en a entendu parler ces dernières années, mais en réalité, elle a quand même une petite histoire, cette plateforme Fortnite. C'est quoi l'histoire et le développement? Est-ce qu'a fait son succès? Alors historiquement, Fortnite n'est pas le jeu que l'on connaît aujourd'hui, dont le principe est une île, tout simplement, avec 100 joueurs amenés à s'entretuer afin qu'il n'y en reste plus qu'un. De façon initiale, Fortnite, c'était un jeu de défense de territoire en coopératif ou en solo. Epic Games, donc c'est la société derrière Fortnite, a très vite surfé sur la vague du Battle Royale, puisque des films comme Battle Royale ou le film américain dont je ne sais plus. C'est Hunger Games. Hunger Games, exactement. Je l'ai, un point pour moi. Exactement. A remis un peu au centre des tendances, en tout cas de la pop culture, cet aspect survie. Epic a très rapidement compris que le virage à prendre était plutôt celui-ci, puisque dans le monde du jeu vidéo, il n'y avait pas encore vraiment de leader sur ce domaine-là. Ils ont choisi donc ce volet Battle Royale qui en a fait carrément le succès, puisque le concept a été plébiscité. En fait, c'est le format qu'on connaît aujourd'hui que tu évoquais, c'est-à-dire on est un certain nombre sur une map et que le meilleur reste. Le jeu initial a été largement boudé au profit justement du multijoueur, 100 joueurs sur une île s'entretuant et écharpant leur âme d'enfant. Voilà, c'est le dernier qui survit qui gagne. Voilà. Je trouve que ce qu'on n'a pas dans cette définition et qui est super marquant pour moi qui suis joueur très occasionnel, c'est justement en le disant, il y a quelque chose comme ça de très cruel, qui n'est pas du tout la réalité de l'expérience en réalité quand on joue à Fortnite. On n'a pas du tout ce côté très déshumanisé, très brutal, de devoir tuer et assassiner à peu près tous les gens, même si c'est en effet bien la consigne. Alors par exemple, un petit fun fact, on ne tue pas les autres joueurs. Généralement, ils disparaissent, ils sont téléportés en dehors de la carte. Voilà, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Voilà, il y a le côté, c'est plutôt éliminer les 99 autres joueurs de la partie, plutôt que le tuer. Ce qui est intéressant avec Fortnite, c'est que en passant sur ce mode à 100 joueurs, ils ont également établi tout un business model autour de ce jeu, qui est un modèle quand même, il faut le savoir, freemium. Donc ça veut dire qu'il est gratuit. Il est 100% gratuit. La seule chose que l'on peut acheter dans Fortnite, ce sont les cosmétiques. Les cosmétiques n'influencent absolument pas les compétences des joueurs. Donc concrètement, qu'on achète le déguisement de la banane ou du Père Noël ne fait pas en sorte qu'on finisse dans le top des premiers joueurs de la carte, plus que si on conserve, entre guillemets, les déguisements de départ, les tenues de départ. C'est vrai que c'est ça qui est très perturbant. On voit qu'il y a un univers très pop, très coloré d'ailleurs. Et il y a du coup je vais dire les gros mots à ta place, les skins, donc ce que tu disais en effet, les déguisements, qui eux pour le coup ne connaissent presque aucune limite, et c'est là où il faut les acheter. Tout ça n'a aucun autre intérêt. Ce qui amène quelque chose aussi qui est assez, qui est très contre-intuitif avec tous les jeux gratuits, notamment ceux qu'on peut avoir sur téléphone, ou au contraire, il y a une logique où assez rapidement on va être bloqué, ou en tout cas si on veut être aussi bon que les autres, il va falloir acheter payer. Des vies, acheter du temps de survie. Ici, non, c'est absolument pas le cas, effectivement. Ce qui est intéressant, comme tu le dis, avec les skins, et le fait qu'aujourd'hui, dans Fortnite, ce soit très coloré, c'est, à mon sens, le jeu vidéo qui s'est plus ouvert sur les autres, justement, domaines, principalement de la pop culture. Puisque dedans, on y retrouve des tenues de films, d'autres jeux vidéo, mais aussi de grosses licences comme Marvel avec tous les Avengers, les super-héros, DC Comics. Il y a Star Wars notamment qui a fait sur la dernière saison. Depuis quelques années, ils se sont attaqués aux animés
On retrouve beaucoup de Naruto, Dragon Ball Z et plein d'autres. Et c'est intéressant de voir que ce jeu-là n'a pas d'identité. Voilà, l'identité, elle est accrochée aux joueurs. Elle n'est pas forcément accrochée à la marque, donc Epic Games. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de héros. Il n'y a pas un personnage. Alors il y a un lore, il y a une histoire. Oui, c'est vrai. Il y a un lore, un tout petit fil rouge, exactement, qu'ils entretiennent. Souvent, c'est très spectaculaire. Si vous regardez un petit peu sur YouTube, vous trouvez des vidéos à chaque saison, puisque ça fonctionne par saisonnalité sur Fortnite. Ils s'amusent à clôturer la saison avec un cliffhanger, ou en tout cas une chute, qui vient un petit peu clôturer le principe de la saison. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent très spectaculaire. Les joueurs, ils vont assister physiquement, c'est-à-dire que c'est pas juste un contenu descendant qu'on retrouve sur YouTube, etc. Les joueurs peuvent le vivre. Ouais. Donc très souvent, il y a un petit compte à rebours qui dit, bah voilà, fin de saison dans 10 jours, et dans 10 jours, 23h53, et les joueurs attendent. Et tout s'arrête, et ils vivent justement, généralement, ce petit crossover, donc ce petit entrecoupage des univers, et généralement, on a une prévisualisation de la saison suivante, avec parfois les marques qui sont représentées, notamment Star Wars et celles qu'on a précédemment citées. Et ça, c'est vrai qu'en termes de temporalité, alors maintenant en réalité ça devient quand même assez courant sur d'autres plateformes qu'on va pas avoir le temps de développer aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, ou en tout cas quand on est dans l'univers du jeu vidéo plus globalement, on n'a peut-être pas conscience de cette logique qui est qui a une saisonnalité, qui a une temporalité, qui est des moments forts qu'il faut en effet vivre absolument en live, qui est une logique de mise à jour aussi du jeu. Finalement, le Fortnite dont on parle il y a quelques années n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Il y a systématiquement des nouveautés, ce qui fait aussi qu'on a entendu parler il y a quand même plusieurs années maintenant de Fortnite, mais en réalité que le jeu reste aussi dynamique parce qu'on parle peut-être pas tout à fait du même jeu. Ouais. La stratégie pour Epic, c'est de faire de la rétention des joueurs, de les conserver. Donc la saisonnalité, c'est l'astuce parfaite, si tu veux, pour faire en sorte que les joueurs reviennent la saison d'après avec son lot de nouveautés. Des nouveaux skins, justement, des nouvelles tenues, une île qui a été impactée très régulièrement. L'île est transformée, elle subit des chocs, des dégâts ou même des évolutions qui sont remarquables par les joueurs, puisque quand on saute d'un bus pour s'entretuer avec 99 joueurs à raison de 4-5 parties, on commence à la connaître, la carte, donc on la connaît même plutôt bien. Et des villages entiers disparaissent, d'autres apparaissent. Parfois, c'est l'eau qui est mise en avant, parfois, c'est l'air, parfois, c'est les volcans. Enfin, c'est assez étonnant de voir à quel point ils arrivent à jouer à la fois aussi sur la saisonnalité de la carte. La carte évolue au même rythme que le contenu, finalement. Ouais, on peut même voir qu'il y a des vidéos où il y a une certaine nostalgie des cartes, en effet, de l'espace de jeu, de la saison 1, de la saison 2. Il y a quelque chose où ça devient un espace virtuel dans lequel les joueurs ont été habitués à y être, à être pleinement immergés, et ça fait presque partie un petit peu d'une forme de quotidien pour eux. Si on parle un petit peu des joueurs, justement, qui sont-ils ? Je pense que c'est peut-être là où on a l'un des plus gros a priori, de voir la plateforme vraiment uniquement comme quelque chose pour les 10-13 ans. Ce qui n'est pas que le cas en réalité. C'est très difficile d'avoir des chiffres. Epic communique très peu sur les chiffres. De temps en temps, ils en donnent dans des coups de com' ou des OP, ou alors des sites spécialisés qui vont aller calculer les trends de joueurs en live via notamment, les logiciels qui servent à s'y connecter, les lanceurs, ce qu'on appelle les lanceurs. Okay. Voilà, puisque Epic Games reste propriétaire de Fortnite, mais il est disponible sur téléphone mobile, par le biais de Xbox et d'autres plateformes. Donc on a quand même un peu de tendance. On sait en moyenne que 60% des joueurs ont entre 18 et 24 ans. Voilà. Okay. Ah oui, donc une majorité quand même sont majeurs. Ça représente 500 millions de joueurs dans le monde, Fortnite, à peu près. C'était 400 millions il y a encore 2 ans, là on est à 500 millions. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que sur le flot de joueurs, tout le monde ne va pas sur l'île pour s'entretuer. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement phare sur Fortnite. Je crois de souvenir dans les derniers chiffres qui avaient été communiqués qu'une partie sur 2 qui est lancée par les joueurs n'est pas pour aller s'entretuer avec les 99 autres. Ouais. Parce que jusqu'ici, en effet, on a beaucoup parlé donc, de ce mode Battle Royale, qui est le mode aussi qui a fait la réussite de Fortnite. Et justement, c'est vrai qu'en termes d'usage, on peut pas limiter le jeu aujourd'hui simplement à ce mode Battle Royale, puisqu'il y a aussi tout ce grand bac à sable, tout ce mode créatif qui permet de faire soi-même des maps, donc des cartes dans lesquelles on peut soi-même aller ensuite s'entretuer, mais de faire plein d'autres choses. Tout à fait. Alors, Fortnite est probablement ce qui se rapproche le plus de l'avenir du réseau social.
Les gens y vont pour vivre des expériences qui ne sont pas uniquement dédiées au tir ou à l'élimination des autres. On a une fioriture, on a un catalogue d'options qui se présente aux joueurs qui est relativement large. On peut assister à des concerts dans Fortnite, on peut se retrouver simplement en mode bac à sable, c'est-à-dire pour y faire un peu ce qu'on veut, diverses activités. On a des îles expérientielles, on peut composer de la musique à plusieurs. On a aussi tout ce qui est ce qu'on appelle cartes custom, donc cartes personnalisées. Donc ce sont des joueurs qui fabriquent dans leur chambre, entre guillemets, des cartes à destination des autres joueurs. Epic Games, donc la société qui est derrière Fortnite, pousse énormément les contenus de créateurs. Voilà, c'est un petit peu comme sur YouTube, Twitch et les plateformes de création de contenu vidéo. On a des créateurs qui sont reconnus, dont on peut s'abonner. On peut s'abonner à un créateur et voir ses sorties de cartes, ses sorties d'expérience, etc. pour pouvoir être toujours à l'affût des dernières nouveautés en matière de cartes, afin d'y jouer avec ses amis, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être la partie... alors, en réalité, quand on est joueur de Fortnite, c'est pas si émergé que ça. Mais justement, on voit pas nécessairement cette partie-là de Fortnite. On voit que la partie Battle Royale. Alors que ça représente peut-être la moitié des usages d'aller sur d'autres cartes. Et puis en effet, ça fait aussi vivre des créateurs qui donc créent et des skins pour certains, mais surtout créent en effet des îles. Et principalement c'est leur des activité. Epic Games garde la main précieuse sur les skins, oui. Les tenues, puisqu'en réalité, c'est leur fonds de commerce. C'est ça. Donc les îles ne sont pas à vendre, mais les cosmétiques le sont. L'inverse. Exactement. L'inverse. Les skins, les skins, pardon. Les skins sont faits que par Epic Games. Et les cartes ne sont pas à vendre. Faites par les créateurs de contenu. Exactement. Puisque toutes les cartes sont gratuites, il suffit d'obtenir le code. C'est généralement un code à 4 chiffres. C'est 4 chiffres, un tiré, 4 chiffres, un tiré, 4 chiffres. Et ça permet en fait avec ce code-là de se connecter à une île qui est accessible 24/24, 7 jours sur 7, en solo, à plusieurs. Voilà. Ouais. Ouais, là aussi, il y a vraiment une hétérogénéité des expériences qui est très forte parce que, tu l'as dit, il y a du bac à sable, il y a d'autres choses. Il y a aussi des îles où c'est juste pour parler. Je trouve ça, c'est là où tu as raison, il y a quelque chose de très réseau social qui est, souvent, ce sont des îles pleines, assumé. Souvent, ce sont des îles où on ne peut pas rentrer parce qu'il y a trop de monde dessus. C'est d'ailleurs, je trouve, l'une des bonnes surprises que j'ai pu avoir là en remettant un petit peu, moi, de manière bien plus légère, en mettant les pieds dans Fortnite, c'est que... là où en plus il y en a eu récemment des espaces virtuels où on voyait bien qu'il y avait peu de monde, c'était impressionnant de voir sur ces îles à quel point il y a des gens, à quel point il y a une activité, il y a une vie sur certaines. Alors il y a tellement d'îles que bien sûr il y a aussi des îles où il n'y a personne, mais il y en a quand même certaines où il y en a beaucoup. On a commencé à parler un peu de création de contenu, notamment de création d'îles. Il y a eu une grosse nouveauté là récemment, et c'est d'ailleurs ce qui fait, on va y venir, on va parler davantage des marques, que pour les marques il y a une belle opportunité. Aujourd'hui, la création d'îles est devenue beaucoup plus facile qu'hier, via, acronyme un peu compliqué, mais l'UEFN. Unreal Engine for Fortnite, qui en fait, donc pour bien comprendre, Epic Games est à la base de la création de Fortnite, mais Fortnite est à l'initiative de la démonstration de leur moteur graphique. Le moteur graphique sert à présenter, à la manière d'un Photoshop, comment ce qu'Epic Games vend en fait à la base, c'est la capacité d'aller développer et concevoir des mondes via leur moteur graphique. Ouais. Voilà. C'est un outil pro de développement, tout en effet, comme le serait une suite Adobe pour de la photo, de l'image. Il a toujours été plutôt open source, plutôt ouvert, ce logiciel, sauf qu'il était très compliqué avant. Il fallait avoir des connaissances en développement. Les marques avant, pour bien resituer, si elles voulaient apparaître sur Fortnite, ça nécessitait de passer par Epic Games, voilà, qui mettait à contribution des ressources pour développer certaines cartes, etc. Donc les gros crossovers, on va dire. Ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Oui, il y a plein de marques qui ont pu faire des partenariats avec Fortnite. On a des fallait être à la hauteur de Fortnite aussi. Exactement. Il y a des grandes marques comme Doritos, mais aussi comme Marvel et d'autres. Alors des marques de consommation, mais aussi des marques de divertissement qui se sont rapprochées de Fortnite pour créer carrément des... C'est même pas des îles personnalisées, ce sont des modes de jeu à part entière faisant partie du jeu initial. Ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que on le retrouve pas dans la bibliothèque des créateurs de contenu, on le retrouve poussé par Epic Games. Ouais. Ce qui est un peu différent, puisque les autres, ça peut être poussé par Thomas Bosque 44, par exemple, créateur de contenu sur Fortnite, tout à fait. En effet. Voilà, donc
Avant, ça nécessitait cette démarche. Aujourd'hui plus, puisqu'en sortant la dernière version de l'Unreal Engine, donc la version 5.1, je crois, si je ne m'abuse, ils ont décidé de changer le mode de développement. Donc de passer sur un langage beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, et puis de faciliter. Ils se positionnent maintenant comme facilitateur de création de contenu. Les assets, ce sont les ressources dont tu as besoin pour créer un univers. Elles sont librement et gratuitement fournies par Epic Games. Donc en gros, il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, on dispose d'un logiciel qui permet à n'importe qui en slip dans sa chambre de créer une carte Fortnite sans connaissance en développement. Okay. Donc il y a des voitures déjà modélisées, il y a des arbres déjà modélisés qu'on peut ajouter. Ça, c'était déjà plus ou moins le cas, je crois. Ouais, mais c'était plutôt compliqué. Assez limité, quoi. Maintenant, ils ont facilité le paramétrage. On peut décider soi-même des points de vie de la voiture, les murs, est-ce qu'ils ont des points de vie? Oui, non. Est-ce qu'ils sont destructibles, indestructibles? Ils ont ouvert la verticalité aussi. Avant, il y avait des limites en verticalité. Maintenant, elles n'y sont plus. Et puis, les tailles des îles aussi a grandement été améliorées. L'UEFN, donc l'Unreal Engine for Fortnite, sa grosse force, c'est aussi d'être compatible avec la plupart des consoles. Ça passe aussi bien sur Switch que sur téléphone portable, que sur PlayStation, que sur PC. Voilà, peu importe la complexité des univers que vous allez choisir, c'est la garantie d'avoir quelque chose qui est utilisable sur la plupart des devices, en fait, tout simplement, sans rencontrer de difficultés techniques ou d'incompatibilité. Donc ça fait quelques mois, l'UEFN, où en effet, plus besoin nécessairement de faire un partenariat avec Fortnite. Un outil de création qui est plus simple. Il est plus simple à quel niveau? Pour avoir essayé de mettre les mains dedans, c'est quand même compliqué de le faire tout seul, juste pour qu'on se rende compte. J'ai réussi à mettre un arbre sur une carte, quoi. Mais tu vois, quel niveau de difficulté quand même aujourd'hui ça représente pour toi? C'est un niveau relativement intermédiaire. Si des gens ont déjà joué aux Sims, qui est ce qui probablement se rapproche le plus, on a quand même un aspect facilité de drag and drop. Donc j'attrape et je glisse sur la carte le matériel dont j'ai besoin. Ouais. C'est relativement simple. Là où ça risque d'être un peu compliqué, c'est que l'installation du logiciel parfois demande un compte Epic, il faut avoir son compte Epic d'installer, il faut télécharger ce qu'on appelle le kit de développement, donc le SDK, et une fois qu'on a téléchargé le SDK, il faut pouvoir lancer le logiciel, faire nouvelle île, interconnecter avec son compte qui est connecté à Fortnite. Ouais. Ce qui est rigolo. C'est un peu de boulot quand même, quoi. Un petit peu, pas plus qu'installer Photoshop, le mettre à jour, accepter la licence. Ça mérite une petite, un peu de patience ou un peu de tuto disponible, mais. On l'a testé d'ailleurs avec des gens de chez The Lynx. On fabriquait la carte en temps réel, c'est-à-dire qu'on était tous les deux ou tous les trois présents dans le jeu, mais aussi sur une autre fenêtre dans l'éditeur. Et tout ce qu'on faisait dans l'éditeur se répercutait instantanément dans le jeu. Ce qui fait que ça nous permettait de tester nos concepts très rapidement. Voilà. Là où avant, il fallait faire la carte, compiler la carte, se connecter à la carte. Et une fois que tu étais dessus, tu faisais ton test, tu te rendais compte que ça ne marchait pas, tu te déconnectais, tu retournais sur la carte, tu faisais ta modif, tu recompilais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple puisqu'ils ont mis en place un système de live crafting. Donc on peut fabriquer en direct. Voilà, alors qu'il y a des joueurs dessus. Alors pas des joueurs qui sont en train d'exploiter l'île, mais plutôt des gens qui sont en train de se balader dessus, entre guillemets, pour aider à la fabrication. Puisqu'on a un mode qui est créatif, qui se fait à la fois sur l'UEFN, mais aussi directement dans le jeu. Et même si je suis un habitué du jeu, je te cache pas que j'ai plus facile à créer des cartes sur l'éditeur que dans le jeu. Parce que dans le jeu, on a un petit calepin, et puis on peut sélectionner les matériaux qu'on veut, faire apparaître une voiture, etc. Mais le positionnement n'est pas très qualitatif. Parce qu'en réalité, on n'a pas la même précision que quand on a une carte où on peut, en vue aérienne, se rapprocher, déposer des items, donc des éléments, et puis les tester, quoi. C'est pas forcément facile. C'est là où c'est une belle nouveauté, en effet, cette UEFN. Et puis, ça devient accessible, en effet, presque pour toutes les marques, ou en tout cas pour tous les créateurs, et donc potentiellement par toutes les marques. On a bien expérimenté avec. Il y a également des marques qui ont fait plus qu'expérimenter, qui ont lancé de premières opérations. Peut-être que ça va être aussi plus concret pour tout le monde si on voit justement ce que des marques peuvent faire. Ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit, il y a dans Fortnite moyen quand même de soi-même créer, d'amener beaucoup d'éléments puisque Fortnite est assez ouvert et les joueurs sont habitués à ce qu'il y ait d'autres univers qui viennent se mêler à Fortnite. Ouais. Et puis sortir simplement du format Battle Royale, donc il y a aussi moyen de faire des expériences, c'est le cas des trois qu'on va vous montrer aujourd'hui, qui sort du pur tir. Certaines s'inscrivent dans le Battle Royale quand même. Il y a un des 3 cas qui s'inscrit plus ou moins dans le Battle Royale. C'est-à-dire que certaines marques font le choix de proposer une expérience à l'opposé de ce que propose Fortnite.
Et d'autres font le choix de s'inscrire dans les codes de Fortnite, c'est-à-dire cette idée d'être à 99 ou 100 sur une île et puis d'être le dernier survivant. Par exemple, Actimel. Voilà. Actimel, marque française, produit laitier, qui, elle, a choisi plutôt le volet Battle Royale. En vérité, Actimel, dans une carte personnalisée, avait proposé un système de bouclier. Donc, pour bien restituer le concept, dans Fortnite, on a une barre de vie et on a une barre de bouclier. Et avant d'entamer la barre de vie, il faut que la barre de bouclier soit à 0. Okay. Souvent, c'est des potions bleues que les joueurs boivent. Si certains ont des enfants, ils ont déjà vu, cette animation où ils boivent un énorme pot d'une eau relativement bleue, en tout cas d'un liquide bleu. Actimel s'était inscrit dans le mode Battle Royale sur une île dédiée où certaines potions bleues étaient flaguées Actimel et elles donnaient un avantage par rapport aux potions bleues qui n'étaient pas de la marque en fait. Donc on avait 50 ou 100 points de shield supplémentaires. Ce qui est marrant dans les faits. C'est une forme de presque de placement de produit en effet, c'est mais du placement de produit dans le jeu initial. Alors j'avais vu, mais je sais pas si c'est la même OP ou pas, qu'il l'avait fait plus mais en format zombie. Alors dans la partie un format où fallait plus justement en fait il revenait un peu aux sources où il fallait tuer des zombies, mais c'était la même chose globalement. Tout l'intérêt du jeu étant que c'était pour améliorer la survie, c'est ça. Exactement. C'est ça. Là, dans le monde zombie, la seule différence avec les joueurs, c'est que, alors c'est des vagues, mais c'est un principe de survie, c'est quand même d'être le dernier survivant. Là, il y a quand même un côté en effet très Fortnite de à un moment, faut tirer sur des choses, quoi. Exactement. Ce qui marche plutôt bien, ce qui a aussi plutôt bien marché sur cette OP, et ça va être le cas pour toutes, et on y reviendra. C'est qu'il y a eu du développement pour faire une île, pour faire une expérience qui est un peu différente. Il y a aussi en fait des partenariats derrière avec différents streamers, différents créateurs de contenu pour médiatiser, pour faire que cette OP aussi les joueurs en entendent parler et avant de pouvoir la tester eux-mêmes. Très souvent, les marques associent donc le développement de l'expérience sur l'île à une batterie de streamers avec lesquels ils s'entourent afin de faire la promotion de l'île. Par exemple, Dona a créé le One Hand Challenge, donc le Dona, la marque de sandwich, tout simplement, puisque c'est marrant parce qu'ils ont opposé un cas d'usage de leurs produits à un contexte de joueurs. Donc, qu'est-ce qui se passe si un joueur mange un sandwich Dona en train de jouer ? Il est amputé d'une main, enfin en tout cas, il a une main qui est occupée. Ah oui, c'est le One Hand Challenge. Le One Hand Challenge. Essayer de jouer en mangeant un sandwich. En tout cas, en le faisant qu'à une main. À une main. Donc, ils ont retravaillé l'expérience pour que tout soit faisable à une main. Donc soit uniquement la souris, soit uniquement au clavier. On a Dwagby, donc Dwagby c'est un célèbre streamer qui a fait la promotion, qui a relevé le One Hand Challenge en stream sur Twitch. Ça a rassemblé pas mal de monde, puisque je crois qu'il avait presque 40 ou 50 000 viewers qui le suivaient sur Twitch pour voir en fait le voir relever ce défi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt smart comme approche de proposer une expérience un petit peu différente de celle que pourraient faire les autres marques et surtout de coller à son produit. Voilà, un sandwich, on le mange généralement d'une main en marchant dans la rue, en se posant quelque part, etc. Souvent, pour les habitués qui vont dans les parcs ou qui prennent comme moi le train souvent ou qui vont dans les gares, etc., on voit très régulièrement des gens manger un sandwich d'une main et puis avoir le smartphone dans l'autre. Voilà, l'idée, je trouve que c'était plutôt smart de se dire c'est un vrai défi que de jouer à Fortnite que d'une seule main en conservant notre produit qui, lui, est utilisable d'une main. Voilà, c'est plutôt une bonne approche. Bien intégrer le produit comme ça est vraiment intéressant. Ça montre bien aussi que derrière ces cas, certes, il y a des médias, il y a du développement, il y a ce genre de choses. Il y a avant tout d'abord une bonne idée, qui est en l'occurrence la bonne intégration directement d'un usage du produit avant le reste. C'est ça qui fait avant tout le cœur de l'idée. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on tirait pas sur des gens. Là, il y avait un côté un peu plus parcours d'obstacles, où l'idée, c'était plus de réussir à être habile avec une main. Exactement. Ce qui là aussi est un contexte un peu plus brain safe, où il n'y a pas cette logique de on incite des joueurs, on incite des personnes à se tirer dessus. Il y a quelque chose qui, plus au contraire, est un concours d'habileté qui est peut-être parfois plus en phase avec les valeurs d'une marque. Ça semble une bonne chose. Dernièrement, c'est la Société Générale qui a lancé donc une carte pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà, l'idée c'était de faire la promotion de la Coupe du Monde de rugby de manière intelligente pour les joueurs, donc déjà à la fois pour ceux qui sont plutôt avertis sur le sujet du rugby.
On en entend parler du rugby dans tous les cas. Je pense qu'on peut ne pas avoir honte de dire que pour la majeure partie, enfin pour une bonne partie des gens, contrairement au football, on découvre le rugby une fois tous les 4 ans. On oublie parfois les règles, les trucs. C'est pas forcément ultra limpide, sauf pour les grands fans qui regardent les matchs toute l'année. Ce qui est intéressant, c'est que la Société Générale a voulu mettre en avant le sport à travers une carte interactive aux multiples activités. Le but du jeu, c'était de faire en sorte d'être le premier dans certaines épreuves pour tenter de gagner des places pour aller voir la Coupe du Monde, enfin des matchs de la Coupe du Monde. C'est intéressant parce que l'UFN alors le faisait déjà avant, mais dans cette version-là, on est totalement autonome sur le gain à associer entre guillemets aux joueurs. Puisque voilà, l'idée c'est de se dire, comme on a un tableau des scores, on peut tout à fait faire gagner des gens, enfin des lots à des gens, à des utilisateurs. Je pense que même parfois le plus dur c'est de les retrouver. Voilà, puisque ça nécessite d'avoir les logins des comptes Epic Games, etc. pour pouvoir les recontacter, leur donner le lot. Mais c'est intéressant voilà, de proposer à la fois une expérience enrichissante et c'est le bonus, c'est d'avoir un gain au bout. Hein, forcément, faut... Oui, là aussi, c'est une bonne pratique peut-être à avoir en tête. C'est pas systématique, mais ça permet quand même d'événementialiser, ça permet d'attirer du monde, de créer un peu d'enjeu aussi. Le fait d'avoir, là, en l'occurrence, je sais pas s'il parlait de tickets d'or, mais en tout cas, c'est un petit peu cette idée. Il fallait aller se balader et essayer de trouver ce qui va faire ensuite un ticket pour un tirage au sort. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant sans être démesuré, c'est ils ont refait un stade. Oui. Qui est quand même qui est immense, etc., avec un niveau de détail qui est vraiment bien, qui est pas où ça servira à rien de toute manière d'investir des dizaines de milliers pour avoir le stade au pixel près, mais ceci dit, il y a quand même un effet où on n'est pas dans Fortnite, on n'est pas sur une île avec des planques et des maisons où il y a des armes. On arrive et on est quand même dans un stade qui est très bleu, blanc, rouge, qui fait qu'à la fois on est dans le jeu et en même temps on sent bien qu'on est dans un univers un peu particulier, on est dans un cadre un peu événementiel et on vit quelque chose d'autre proposé par une marque. Voilà. C'est intéressant aussi, je trouve, à garder en tête. Ben justement, tu as raison de soulever ce point parce qu'on l'a un peu effleuré du doigt tout à l'heure. On parlait des assets, donc des composants qui permettent de construire la carte. Alors Epic fournit les leurs, mais la force de l'UFN, donc la dernière version, c'est qu'on peut importer soi-même des ressources qui sont extérieures au jeu et proposer, on va dire, un look and feel, donc un environnement qui n'est pas du tout celui du jeu habituel. Ouais. Pour les plus curieux, si vous lancez un jour Fortnite, il y a une carte de démonstration de l'Unreal Engine qui s'avère être une expérience sensorielle, je le mets avec des guillemets, puisque c'est une expérience à vivre dans la mesure où on se balade dans un espèce d'écosystème rempli de particules, le végétal est vivant, il y a un dragon, il se tapit dans l'ombre, il fait très nuit, c'est très difficile de voir devant soi, il y a des torches qui s'allument au fur et à mesure où on marche sur le chemin. Quand on approche des plantes, elles deviennent bioluminescentes, etc. C'est pas sensoriel au sens où on touche, mais c'est très visuel, c'est très immersif. Et puis en bout de course, en fait, on a ce dragon qui tourne sur un décor lunaire, tourne autour de l'entrée d'une grotte, et ça n'a rien à voir avec le look and feel du jeu. Ça ne ressemble pas du tout à Fortnite. Ouais, ça c'était l'expérience justement un petit peu pour montrer le potentiel. Exactement, du moteur. Le nouveau moteur, qui fait qu'il n'y a pas trop de limites là-dessus. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui, pour le coup, des personnes dont c'est pleinement de métier de modéliser des châteaux entiers. Il y a des expériences assez dingues qu'on peut trouver de modélisation. Puis les outils, là, en plus, récemment font que c'est encore plus simple qu'hier de faire des expériences vraiment immenses. Puis il ne faut pas s'inquiéter, la communauté est créative. Donc, je veux dire, pour une marque, s'intéresser à la création d'une expérience ou d'une île peut largement être fait avec des... En fait, le potentiel de gens qui peuvent assister une marque aujourd'hui dans la création d'une carte pour faire vivre une expérience, c'est la communauté des joueurs. Donc, il y a des joueurs très créatifs que l'on peut approcher potentiellement pour inclure dans certains projets, pour modéliser certains souhaits, c'est des habitués, donc il y a tout à fait la possibilité de faire ça. Il y a des entreprises après qui se spécialisent dans le développement d'îles et de cartes, mais n'oublions pas que le côté communautaire open source, c'est la passion, c'est un truc qui s'achète pas, c'est ce que je dis toujours. Il y a des joueurs très très créatifs qui peuvent développer des cartes incroyables. Et c'est peut-être là où on a tendance à limiter un petit peu justement ce côté communauté à oui d'accord, il y a des streamers, donc il y a des personnes qui ont en effet une influence plus forte et qui vont ensuite avoir une audience.
On a moins cette logique de bah non, mais en fait, il y a des personnes qui aujourd'hui sont créateurs, On parle de qui créateurs se de sont contenu. professionnalisés via une entreprise pour modéliser ou non, mais qui ont cette logique déjà de création et avec lequel il y a moyen de travailler avec différentes personnes pour créer. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on a moins vu. Pourtant, en effet, ça s'est bien développé. En tout cas, visiblement, il y a l'air d'avoir des personnes qui sont prêtes à développer des cartes gratuitement sur leur temps libre. Donc, je pense qu'il y aura des choses à imaginer avec elles. C'est ça. À travers ces cas, on a vu pas mal de choses. Le fait, en effet, d'aller chercher des streamers, mais aussi d'aller chercher des créateurs de contenu, on vient d'en parler, de créer une expérience vraiment différente, qui peut sortir d'ailleurs pleinement du format Battle Royale. On l'a vu aussi. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour justement pour que les marques évitent certaines écueils et puis au contraire qu'elles puissent pleinement se lancer dans une nouvelle expérience Fortnite? Il y a forcément une compréhension de son public. C'est-à-dire que si une marque souhaite se lancer sur Fortnite, il y a des codes à respecter. On l'a dit tout à l'heure, 62% des gens, enfin des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans. Ça veut dire que ce sera volontairement de cibler un public plutôt jeune. Voilà. Donc bien comprendre sa cible. Se lancer sur Fortnite sans faire de bruit, donc sans stratégie marketing, ça me semble un peu compliqué. Ça peut marcher, mais ça me semble un peu compliqué. Ou alors, il faut que l'expérience et la rejouabilité soient au rendez-vous. Ça, c'est déjà vu. Hein. On a des marques qui se sont lancées sur Fortnite sans faire trop la promotion et simplement parce qu'ils proposaient un concept incroyable. Provoquer la rejouabilité. J'ai plus les noms en tête, mais elles doivent se compter sur les doigts d'une main. Bah, c'est ça. Bon, et puis après, il y a des marques qui ont déjà leur audience parce qu'elles sont en partie déjà suivies, mais en réalité, c'est une minorité. Bon, je pense que les marques ont déjà un petit peu testé ce côté de très bien, faisons juste une super OP sur les réseaux sociaux avec aucune médiatisation, avec aucune réflexion cross-platform. Ça marche peu. Il y a quelques contre-exemples, mais généralement ça marche peu. Fortnite ou plus globalement toutes les plateformes ou sociales ou gaming ne font pas exception. Il y a une réflexion plus globale à mener entre les différents canaux pour que ça ait une résonance. Au-delà de l'expérience, je dirais que le contenu est important. Le contenu, on le dit souvent, hein, mais le contenu favorise la rejouabilité. Donc si vous avez une idée en tête, un concept à faire valoir sur une île, n'hésitez pas à la mettre à jour, puisque de toute façon, en fait, tout le temps investi dans la conception de l'île n'est pas perdu. Les îles peuvent posséder leur propre version. Voilà, ça peut être l'île de la marque X, la 1.0, la 2.0, et on peut même parfois verrouiller des morceaux de l'île et les débloquer au fur et à mesure pour pousser les joueurs, les joueuses à revenir régulièrement voir en fait si l'île a évolué. C'est là en effet où il ne faut pas le penser simplement comme un format événementiel de on fait 2 semaines d'OP autour de cette île et on ne fait plus rien derrière. Alors techniquement, rien n'interdit. C'est possible. Mais idéalement, l'idée étant de créer en effet un peu de rejouabilité. Et donc là aussi d'avoir un peu un coup d'avance de comment on fait pour continuer de l'alimenter, pour que les joueurs y reviennent. À la manière des réseaux sociaux, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on pourrait faire totalement le parallèle avec les réseaux sociaux. Le catalogue Fortnite dispose de son propre algorithme. Plus les cartes sont jouées par des joueurs et des joueuses et plus la rejouabilité est présente et plus l'algorithme remet en top trends la carte. C'est ça qui est intéressant. Et finalement, qu'est-ce qu'applique aujourd'hui ça, les réseaux sociaux? Oui, c'est un mode. Si ce n'est que les réseaux sociaux, il y a quand même moyen de sponsoriser. Et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas moyen de sponsoriser. Non, il n'y a pas moyen de sponsoriser. Mais ce qui va encore plus dans ce que tu disais, c'est-à-dire d'où l'importance de pas juste se dire on va faire une jolie île avec qui va mettre en valeur mon produit ou l'univers de ma marque, mais au contraire, il faut aussi penser une vraie expérience de jeu où il y a intérêt. Je pense qu'un des paramètres les plus importants, effectivement, c'est de proposer une expérience et du contenu. Ça peut être du contenu one-shot, mais il faut que ça puisse valoir le coup de pouvoir en parler, d'y retourner, de le démontrer ou de le pousser à des gens ou à d'autres utilisateurs pour essayer de vivre quelque chose d'autre que ce qu'on retrouve dans le flow, dans la masse des cartes disponibles. Il y a beaucoup de copycat, il y a beaucoup de cartes qui copient des concepts de jeux vidéo, etc. Et c'est très intelligent de la part de certains créateurs de contenu. C'est ce qui m'a impressionné, moi aussi, de voir qu'il y a quasiment des jeux vidéo, mais développés à l'intérieur. On passe de monde en monde, d'étape en étape. Si ce n'est qu'on est toujours dans Fortnite, mais on vit presque un autre jeu vidéo. Ça montre bien aussi tout le potentiel créatif qu'on peut avoir. Et enfin, je dirais, peut-être évaluer aussi son budget. Attention, c'est un coût, on le disait tout à l'heure, il y a des passionnés qui pourront contribuer au développement et à participer à rendre possible certains projets. Il faut bien cerner le budget parce que c'est du temps homme. En tout cas pour les boîtes de services qui se spécialisent dans la confection de cartes ou de développement spécifique. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu d'ailleurs justement? Ouais, bien sûr. De voir
donner un petit peu une enveloppe. On sait bien que c'est toujours compliqué de donner un chiffre sur une OP parce qu'il y a beaucoup de facteurs, mais puisqu'on dit que c'est accessible en effet à différentes marques, pour se lancer, on avait étudié un peu ça. Pour se lancer, alors en partant du principe qu'on utilise du EFN5, la dernière version qui est disponible, donc qui est simplifiée. Le langage de développement, c'est le Verse. Donc, si les entreprises ont des développeurs en interne qui parlent un peu le Python, par exemple, ou ce genre de choses, c'est du dérivé du Python, en fait. Il y a d'autres aussi modèles de langage, d'autres langages de programmation qui ont été utilisés pour s'inspirer. Développer une île, pluri-activité, on va dire, avec plusieurs choses à faire dedans, ça peut aller de 20 000 à 40 000 euros simplement en termes de développement. C'est du temps homme, généralement, ça prend 4-5 personnes sur 18-20 jours, on va se dire, pour avoir l'expérience la plus complète, j'entends. Après, j'imagine, ce qui rentre dans la balance, c'est en quelle mesure, juste, on prend les fameux assets, donc on prend l'arbre qui est déjà dans la bibliothèque, etc., ou est-ce qu'on veut redévelopper le château de Versailles pixel par pixel ? Ça dépend du niveau ça doit pas être le même prix. Exactement, ça dépend du niveau d'exigence que vous mettez dans la conception de cette expérience. De manière générale, j'aurais tendance à dire que si vous avez un budget plutôt limité, orientez-vous sur les assets qui sont disponibles déjà à l'intérieur, puisque de toute façon, les joueurs ne seront pas dépaysés, au pire, c'est ce qu'il faut se dire. Et si jamais vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus poussé, ne tombez pas à l'opposé, c'est-à-dire à l'extrême de la personnalisation, puisque justement, si vous dépaysez trop les joueurs, c'est-à-dire que si l'expérience est trop éloignée des codes de Fortnite, ça risque de faire un flop. Parce que souvent, on va rencontrer des problèmes à vouloir trop bien faire, des problèmes de paramétrage, genre les persos se déplacent pas exactement pareil, c'est pas aussi fluide que quand on est sur Fortnite, on peut pas monter sur les bâtiments parce que les corniches n'ont pas été positionnées aux bons endroits, etc. Ça risque d'être plutôt compliqué. D'un point de vue de développement, on va dire, on est à peu près sur ces budgets-là. Il faut pas oublier qu'il y a la conception de l'expérience, il faut la storyboarder, il faut l'écrire, il faut la poser pour être sûr. C'est ce qu'on se disait, il faut l'idée. Ouais, il faut le point de départ, il faut l'idée et la capacité à la mettre en œuvre, à la raconter sur le temps long, etc., qui est en effet qui est clé. On est dans du game design, hein. Donc même si on fait vivre une expérience, il y a forcément un arbre décisionnel avec que vont faire les joueurs, qu'est-ce qui se passe s'ils font ci, qu'est-ce qui se passe s'ils font ça. Il faut tout cadrer, tout poser. Parce que, comme dans tous les jeux, il y a le petit malin qui va trouver le petit truc qui n'a pas été prévu et puis qui va contourner complètement le système, etc. Donc il faut aussi un peu cadrer le projet, il faut savoir où on va à l'avance. Voilà, l'idée, c'est pas juste de faire une île et puis on se dit, allez, c'est pas grave, on verra au fil de l'eau en fonction de ce qu'on arrive à bricoler dessus. Posez votre concept, écrivez-le comme n'importe quelle stratégie presque de com, j'ai envie de dire, ou n'importe quelle stratégie de développement d'un produit. C'est là où il y a une réflexion plus globale qui part d'une idée en rapport avec votre marque. Et oui, en effet, derrière, il y a du développement. Puis il y a la médiatisation. Et il y a la médiatisation, j'allais le dire. Il faut médiatiser un petit peu le sujet. On le voit, hein, le Flambeau, par exemple, pour la sortie du Flambeau, ils avaient carrément développé une île. Ils avaient une très forte campagne de com autour du Flambeau sur Fortnite. On l'a vu partout, il y avait des pubs, alors c'était pas la télé mais c'était plutôt sur internet, il y avait des pubs sur Twitch, il y avait des pubs à droite, à gauche. Ils avaient mis un gros budget pour il a été très mis en avant naturellement, on va dire par référencement naturel sur le catalogue des maps Fortnite parce que tous les gens allaient dessus tester. Voilà, et puis comme c'était relativement sympa et que ça reprenait en plus le look and feel de la série, la même plage, les mêmes environnements. Voilà, eux, c'était vraiment inspiré du... Je crois même que Jonathan Cohen avait son propre skin. Là, pour le coup, ils étaient allés loin. Ça, c'est quand même classe. Ok. On y voit un peu plus clair sur les bonnes manières d'aborder Fortnite et aussi sur son accessibilité. Merci Adrien. Merci Thomas. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver nos différents podcasts sur notre site, thelinks.fr. À bientôt.